Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône, CAUE 13 que la plupart d'entre vous connaissent. Structure de statut associatif mais qui assure une mission de service public à la fois pour le Conseil, des particuliers, des porteurs de projets, des collectivités et qui effectue un travail de sensibilisation. Donc nous avons dans nos équipes des architectes, urbanistes, des paysagistes et au-delà donc la douzaine de personnes qui travaillent ici, un réseau d'architectes conseils qui se déploie dans 112 communes du département des Bouches-du-Rhône et qui sont à disposition du grand public comme des collectivités, des maires et des services de ces collectivités. Donc on est ravis de vous accueillir dans ces locaux, ravis d'accueillir la Fédération française du paysage avec qui, en partenariat, Madame Zask va nous parler de la programmation participative en paysage avec nos paysagistes Maxime Soins et Yannick Campion. Donc Pierre, qui est aussi, au-delà de la Fédération française du paysage, membre du CAUE 83. CAUE 83 dont nous avons également le plaisir d'accueillir le directeur, ainsi que qui est ici, Wilfried, ainsi qu'Alain Mars du CAUE du 05 et Mathieu Lardière du CAUE 84. Donc c'était aussi l'occasion pour nous de se réunir et de montrer qu'au-delà du réseau intra-Bouches-du-Rhône, on forme aussi un réseau des CAUE en région PACA et plus largement à l'échelle nationale puisqu'on couvre l'essentiel des départements de France. Voilà, donc je passe la parole à Pierre pour introduire cette conférence. Merci à tous. Merci beaucoup. Tout a été dit. Je m'appelle Pierre, je suis paysagiste. Je travaille dans un CAUE, le CAUE du Var, dans le département voisin. Expérience de paysage, c'est un cycle de conférences, débats qui existe depuis 2010 sur une idée du paysagiste Michel Pénat. Le constat, c'était de se dire que les paysagistes concepteurs, qui ne s'appelaient pas paysagistes concepteurs à l'époque, le titre n'était pas protégé, écrivaient assez peu, témoignaient assez peu de leur pratique de projet de paysage. Et donc il restait effectivement des paysages, des espaces publics, mais que les archives se perdaient. Et les premiers paysagistes, puisque la profession est assez jeune, les premiers paysagistes partaient à la retraite et laissaient pas forcément d'écrits derrière eux. Donc il y a eu cette idée de sédimenter de la donnée, des expériences sensibles de projets de paysage. C'est un cycle qui s'est déployé, qui depuis 2016 se tient en région PACA, à l'Ordre des architectes, au CAUE Var, à la Villa Arson, à Nice. On en a fait un peu partout. Et c'est un cycle qui est subventionné, c'est important, parce que toutes les expériences de paysage sont captées, captation et montage. Tout est disponible sur le site internet de la fédération, ffp.org. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Aujourd'hui, le thème choisi, c'est donc la concertation et la programmation participative en paysage à l'aune des expériences qu'il peut exister dans ces structures-là. Et donc le programme de ce début de soirée, ce sera un témoignage de Joël Zask, philosophe, et puis les témoignages opérationnels de l'intérieur d'une structure associative comme le CAUE, des paysagistes Yannick Campion et Maxime Soins. Donc je laisse la parole à Joël Zask pour son intervention et son témoignage sur la philosophie de la programmation, enfin de la participation. Oui, merci de votre invitation. Merci à vous, l'audience, d'être là. J'ai écrit il y a fort longtemps maintenant un livre qui s'appelle Participer, qui est d'ailleurs sur la table là-bas. Et le sous-titre était Essai sur les formes démocratiques de la participation. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que pour donner un peu la tonalité générale, je suis plutôt philosophe spécialiste de questions sociales et politiques. Je m'occupe beaucoup des théories de la démocratie depuis ma thèse qui est ancienne et qui portait sur la notion d'opinion publique que j'ai voulu revaloriser. Et par ailleurs, je me suis attelée à cette question de la participation, c'était en 2009-2010, non pas pour la critiquer, mais bien pour la valoriser et pour tenter de lui donner plus de sens que celui qui lui était donné lorsqu'elle était mise un petit peu à toutes les sauces, sous la forme d'injonctions, sous la forme
disons de contraintes parfois sous la forme d'une mode qui allait s'instiller un peu partout dans tous les domaines, que ça a été le journalisme, l'art, la mode, la cuisine, l'architecture et choses de ce genre, la politique bien sûr, ça a commencé avec la politique. Donc voilà, l'idée était vraiment d'injecter du sens dans cette notion de participation. Et ce que je voudrais dire comme cadre général de mon approche ici, pour ce soir, c'est que finalement, ce que j'ai mis dans la participation, je le retrouve aussi dans le paysage. Je veux dire qu'un paysage est par définition participatif, sinon ça n'est pas un paysage. Et je vais essayer de m'en expliquer assez rapidement, là, en quelques, disons, en une petite demi-heure. Qui est le temps voilà, qu'on a prévu. Alors d'abord, bon, je reviens sur la notion même de participation. Je dis participation, c'est une commodité de langage. Je préférais peut-être dire, si j'y pensais à chaque fois, participer, c'est-à-dire utiliser le verbe et non le nom, parce que le verbe est évidemment une action. Beaucoup de mes livres, d'ailleurs, sont des verbes à l'infinitif. Admirer, participer, manger, donner à manger. Le dernier livre, là, qui vient de paraître. Et j'aime bien utiliser des verbes. C'est d'ailleurs des listes de verbes. C'est quelque chose que beaucoup d'artistes ont fait lorsqu'ils s'expriment sur leur propre travail. Je pense à Richard Serra, par exemple, qui fait des listes de verbes. Voilà, il y a un certain nombre d'artistes qui ont défini leur travail par des verbes. Et je trouve ça important de penser en verbes parce que précisément, ça nous jette immédiatement dans quelque chose qui est de l'ordre de la proaction et non de l'ordre de la réaction, ni même d'ailleurs disons de la position de spectateur. Disons, on échappe immédiatement à cette position de regarder ce qui se passe et de réagir après coup à ce qui se passe, ce qui est le propre de ce qu'on appelle, d'ailleurs, si je veux raisonner dans des termes un peu politiques, le propre de la démocratie représentative. Dite la représentation, c'est très utile, mais il faut bien voir que la représentation consiste finalement à conférer aux citoyens le rôle de réagir à la décision politique, d'y réagir soit en l'acclamant, en la plébiscitant, en l'applaudissant, etc., soit en la critiquant, en vitupérant, en manifestant, etc. Alors tout ça a une utilité, notamment pour les régimes les plus absolutistes d'ailleurs, qui attendent beaucoup d'une opinion acclamative, mais ceci étant, et qui font beaucoup aussi pour générer cette opinion, mais ceci étant, ce rôle attribué aux citoyens est très insuffisant. Je veux dire, la démocratie, historiquement, elle n'a pas été conçue pour cela. Elle a été pensée comme, on le dirait, inclusive et participative. C'est-à-dire, je dirais au départ, je me laisse même de côté les démocraties grecques, les démocraties dites directes, elles ne l'étaient pas en réalité, la démocratie romaine, la démocratie au champ. J'ai fait un livre sur cet aspect-là, ça m'a beaucoup intéressé. Et je le laisse de côté. Mais si on se situe juste au niveau de ce qu'on appelait les grandes révolutions démocratiques, c'est-à-dire ces révolutions qui interviennent entre 1787 et 1790, 91, la première étant la révolution américaine, 1787, ce qui a donné un régime très particulier qu'on appelle la démocratie libérale ou la république constitutionnelle, enfin bon, peu importe, c'est un régime bien spécial. Mais en fait, je dirais l'alpha et l'oméga de cette invention dont on est tellement débiteur aujourd'hui, c'est-à-dire que partout dans le monde existent des États de droit appuyés sur un système de participation des citoyens au gouvernement. C'est ce montage-là qui est très particulier. Eh bien, je dirais l'alpha et l'oméga, c'est se gouverner sans un maître. C'est ça. Je veux dire, le système représentatif, il faut remettre les choses à l'endroit. Le système représentatif est destiné à protéger la participation des individus et non l'inverse. C'est-à-dire que quand on vote, on a une forme de participation de type plébiscitaire, critique ou ce que vous voudrez. Mais en fait, voter, comme le disait Jefferson, une fois de temps en temps, ce n'est pas ça qui va faire de vous un citoyen. Ce qui va faire de vous un citoyen, c'est de diriger vos affaires comme vous l'entendez, en tenant compte évidemment de votre environnement,
qui est humain et non humain. Et d'ailleurs, la pensée démocratique initiale, elle est très écologique ou elle est écosystémique. Et par ailleurs, c'est se gouverner sans un maître. C'est ce qu'on appelle le self-government, l'auto-gouvernement. Alors, autogouvernement qui est un peu différent de autogestion, coopération, etc. Mais bon, qui a évidemment des liens avec tout cela. Alors, j'en viens à la participation. Justement, c'est pour ça que c'est important de lui consacrer notre énergie, et notre énergie mentale, conceptuelle, mais aussi notre énergie physique, dans l'ordre du faire, parce que ça a été perdu. C'est Arendt qui parle du trésor perdu des révolutions. C'est exactement ça qu'elle veut dire. Même si elle a une vision, moi je trouve aussi un peu amenuisée de la participation, je dirais que le trésor perdu des révolutions, c'est on accoste ici, on forme un petit village, on crée une commune, on passe un covenant, un contrat, on s'arrange avec les voisins, les Wampawag par exemple. Enfin, je pense au covenant du Mayflower. Bon, on est en 1560, quoi. C'est vraiment c'est l'antiquité de la démocratie libérale, mais c'est très, très, très important. Ces affaires-là, finalement, elles nous accompagnent. Et là, en l'occurrence, justement, ces gens, ils se retrouvent là, comme ça, ensemble. Ils vont bientôt débarquer. En fait, ils vont mourir de faim. Mais peu importe, et ils vont être victimes de toutes sortes de maladies. Ils vont débarquer, mais leur premier souci, c'est d'avoir une sécurité en termes de solidarité. C'est-à-dire, est-ce qu'autrui va se retourner contre moi? Est-ce que je vais, au contraire, créer un système qui me permette d'avoir une vision à peu près probabiliste sur le comportement d'autrui dans le futur? Est-ce que je peux compter sur ce que je sais d'autrui pour, disons, m'associer avec lui, etc., etc. Donc, en fait, c'est des histoires de confiance, des promesses qui vont être transformés en contrats, en quelque sorte. Mais ces contrats qui concernent, bien sûr, la répartition des ressources, les échanges, les communs, ce qu'on appelle les communs, les activités, le partage des semences, la production de la nourriture, l'entraide à l'égard de la veuve, l'orphelin, le pauvre, etc. Tout ça est déjà dans les premiers contrats. Ça, c'est les constitutions, si vous voulez. Et ce qu'on retrouve dans les jardins partagés, etc., etc. Alors, je voudrais dire maintenant que pour justement renforcer le sens de ce mot participer, ce verbe participer, je l'ai divisé en trois parties. Trois parties qui n'existent pas, je dirais, à l'état chimiquement pur, mais trois parties qui sont souvent dissociées. Et j'ai fait l'hypothèse que c'est vraiment lorsqu'elles sont très étroitement associées les unes aux autres que nous sommes plongés dans une situation de justesse et de justice à la fois. Alors ces trois parties, c'est prendre part, apporter une part et recevoir une part. Alors je pourrais parler très longuement de chacun de ces aspects, mais je vais les développer un tout petit peu en rapport avec le paysage, justement pour vous, disons, pour rendre les choses aussi plus concrètes. Je pourrais prendre la vie économique comme exemple, ou je pourrais prendre le fonctionnement d'une école, le fonctionnement d'un service d'oncologie, bon, voilà, où on verrait toujours la même chose. C'est-à-dire que prendre part, apporter une part, recevoir une part, me semble être, ce qu'on pourrait appeler aussi prendre part, contribuer, bénéficier. Alors, dans les très grandes lignes, pour aller vite, d'une part, prendre part ne signifie pas faire partie, et d'autre part, contribuer n'est possible que dans la mesure où vous disposez des éléments, des ressources, des moyens, des tremplins qui sont ceux de votre groupe social, de votre communauté, de votre famille, de votre classe, peu importe, qui sont celles de la société dans laquelle vous vous trouvez naître, et qui vous permettent justement d'avoir des éléments de participation effective. Alors là, j'ai dit les choses, c'est-à-dire de contribuer. Il faut bénéficier pour contribuer, mais il faut aussi contribuer pour bénéficier. Donc vous voyez que la dissociation entre le bénéfice et la contribution est quelque chose d'une banalité effrayante. Beaucoup de gens contribuent sans bénéficier de rien du tout, pas même des fruits de leur travail, hein, soyons un peu marxistes,
marxienne. Et par ailleurs, beaucoup de gens bénéficient sans avoir contribué. Hein, donc là, c'est évidemment les rentiers, le parasitisme, le profit, le détournement de fonds et choses de ce genre. Donc on est là dans des, si vous voulez, des paradigmes en quelque sorte qui peuvent être déclinés à très très vaste échelle. Alors je vais maintenant m'attarder sur le prendre part, ça me semble important relativement au paysage. J'ai parlé du paysage essentiellement dans un livre, d'abord dans mon livre sur les feux de forêt. J'ai fait un livre, c'était il y a longtemps aussi, enfin pas moins longtemps, qui s'appelle Quand la forêt brûle, et qui était consécutif à l'expérience d'un feu de forêt dans le Cap Bénat, qui m'a beaucoup choquée et qui m'a donné le sentiment que c'était pas un feu normal, qu'il y avait quelque chose de vraiment inhabituel et même d'extrême dans le passage de ce feu qui avait vraiment complètement détruit la forêt, qui d'ailleurs n'est toujours pas reconstituée et qui ne se reconstituera sans doute jamais à l'identique, en tout cas à l'échelle de ma vie humaine. Et donc le point de départ, quand j'ai constaté la disparition d'une forêt que je connais bien, et de tout un paysage finalement, le point de départ, ça a été justement de réfléchir à ce qu'est le paysage du point de vue de sa disparition. C'est-à-dire en quoi l'expérience de la disparition d'un paysage m'indique ou me donne des indications très précises finalement sur ce qu'est le paysage. Et au lieu de décrire ce qu'il y avait, partir de ce qu'il n'y a plus, je pense que c'est un bon moyen justement d'explorer le prendre part. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce paysage était d'une certaine façon co-inscrit, j'avais, pour ainsi dire, parce que je le connais très bien, co-évolué avec ce paysage, mais de manière extrêmement personnelle, de manière très individuelle. Le prendre part est important dans la mesure où, précisément, il n'y a de prendre part que s'il y a des lieux où prendre part. Et le paysage est un lieu où prendre part. Vous avez quantité d'espaces qui s'opposent entièrement au prendre part. Par exemple, des espaces qui vous contraignent à un rôle bien précis, une fonction bien précise, une place bien précise, un geste bien précis, etc., etc. Une manière, c'est-à-dire à partir du moment où votre place est fixée d'avance en un espace donné. Et évidemment, on peut penser aux espaces politiques absolutistes ou totalitaires, mais on peut penser aussi à la salle de classe. En tout cas, à la salle de classe traditionnelle. Maintenant, voilà, mes enfants sont grands. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans une classe d'école primaire, par exemple. Mais à l'université, la première chose, je fais des cours à l'université, et souvent, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on organise la salle de manière à s'y sentir bien, à s'y sentir à l'aise. Et on a cette possibilité d'organiser la salle et de sortir de ce schéma finalement où finalement chacun doit prendre une place qu'il ne choisit pas et qu'il ne contribue pas non plus à créer. Bon, ça, c'est la contribution. Donc je dirais qu'un paysage, précisément, il a cette qualité de vous inviter à prendre place, c'est-à-dire disons, à prendre une part ou à prendre part sans pour autant disons, être conditionné ou déterminé à le faire, et sans pour autant non plus, et ça j'insiste, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup présent aujourd'hui, peut-être certainement pas dans les études paysagères, mais en tout cas chez les naturalistes romantiques et un peu animistes qui sont assez nombreux aujourd'hui, à savoir être en osmose avec le paysage, c'est-à-dire non pas prendre part, mais faire partie. Devenir, se connecter, un peu comme l'arbre avec son mycélium. Là, c'est devenu une espèce de vision idéale. Moi, personnellement, je ne vois pas du tout un idéal dans ce genre de choses, excusez-moi. C'est-à-dire, je ne fais pas partie de la forêt. Je ne suis pas dans la forêt au même titre que cet arbre ou que tel ou tel arbre, mais de même que cet arbre-là n'est pas dans la forêt au même titre que cet autre à côté, si vous voulez. Donc, ce qui est très intéressant quand on se trouve, je prends la forêt, je suis en train de faire un livre sur Mouglil en ce moment, alors je suis un peu, voilà,
voilà, un peu, enfin, je médite beaucoup sur ce que c'est qu'une jungle dans le folklore, etc. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, justement, dans les récits de Kipling, c'est que les animaux forment des familles, les animaux forment des clans, mais dans le clan, il y a la loi de la jungle. Et la loi de la jungle, c'est tout le contraire. C'est un covenant, si vous voulez, c'est un contrat. La loi de la jungle, c'est pas du tout la loi du plus fort et que le meilleur gagne. Non, non, la loi de la jungle est très... Enfin, c'est vraiment la constitution de la jungle. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément, chacun joue un rôle, si vous voulez. Et donc, comme vous, ici, vous prenez part, mais vous n'êtes pas interchangeables. Et par ailleurs, là, je vois que vous êtes très attentifs, c'est très agréable, mais en même temps, c'est chacun son quant à soi. Si vous voulez, je ne vous demande pas d'adhérer voilà, à mon discours et je n'attends pas, je ne suis pas en train de gesticuler de manière à susciter une adhésion absolue, si vous voulez. Au contraire, j'essaie de garder la bonne distance de manière à respecter votre individualité, etc. Bon, enfin, en tout cas, tout ça pour dire que dans une forêt, dans un paysage d'une manière générale, disons, l'attitude osmotique, l'union symbiotique, le faire partie, comme dans les limbes de Robinson de Tournier, de faire partie, de rentrer sous la terre, un peu quelque chose qu'on retrouve un peu dans le land art, l'idée d'aller sous la terre, vraiment de fusionner finalement avec les éléments et de fusionner tellement avec les éléments qu'on deviendrait le dépositaire des énergies naturelles et finalement l'acteur des énergies naturelles, le démiurge en quelque sorte, parce que c'est quand même ça qui est à l'horizon finalement de la vision symbiotique. Donc voilà, je pense que le prendre part est important pour penser justement le paysage non pas comme une image fixe et une image qui, disons, dont tous les éléments seraient à sa place, y compris le visiteur, mais au contraire comme quelque chose qui est dans une évolution. Un paysage change, sinon ce n'est pas un paysage. Et il change parce que le prendre place ou le prendre une part, participer en ce sens-là, est absolument nécessaire. Et fait, disons, et de même que les vers de terre auxquels Darwin a consacré son dernier ouvrage, il faut le savoir, ça, sur les lombriques, les vers de terre transforment le sol. Ils prennent part. Si vous voulez. Alors maintenant, je regarde l'heure. Je ne sais pas depuis combien de temps. Ah oui, mais ça file. Vous me dites parce que 10 minutes. Donc bon, apporter la contribution, elle est très très importante. On peut penser en termes de renaturation, on peut penser en termes d'entretien de paysage, de créer des fascines une fois que le feu est passé, d'aménager, etc. Ce qui est très important dans le apporter une part, dans le contribuer à la création d'un paysage. Encore une fois, bon, est-ce que les vers de terre contribuent à façonnage du paysage? Oui. Chaque arbre, chaque végétal, chaque animal, sans doute, le fait. Je dirais que, d'une manière générale, tout être vivant, et ça c'est le darwinisme, c'est aussi le pragmatisme, d'ailleurs, qui est un courant philosophique américain dont je suis héritière, pour ceux qui connaissent John Dewey, grand philosophe de l'expérience finalement, sur lequel j'ai fait la moitié de ma thèse et qui m'a énormément intéressée. Et donc, oui, ce qui est important à cet égard-là, c'est que, disons, chaque être vivant, du moment qu'il exerce son potentiel d'être vivant et du moment qu'il développe ses caractéristiques ou ses facultés d'être vivant, exerce à des échelles extrêmement variables une influence sur son milieu. C'est-à-dire que s'adapter, dit Darwin, c'est transformer. Ça n'est pas... il y a une phrase aussi chez John Dewey, là, dont je viens de parler, même un coquillage transforme son environnement. Si vous voulez. Donc, la question, c'est comment la contribution peut-elle être apportée de manière non seulement à transformer l'environnement ou le paysage dans les intérêts de tous ceux qui le peuplent, mais également dans les intérêts
de la réalisation de notre cycle de vie, de ce que nous avons en propre, etc. etc. Je veux dire, d'un point de vue urbanistique, c'est ce qu'on appelle une cité, hein, pour reprendre les termes d'Aristote. Chacun, voilà, la cité, c'est la communauté du bien vivre, et cette communauté, disons, la communauté n'est de bien vivre que dans la mesure où chacun peut réaliser son cycle de vie, que dans la mesure où chacun peut accomplir ce qu'il a en propre. Ça, c'est la grande vertu, ce qu'on appelle la vertu chez les Grecs, c'est le fait que chacun a finalement a quelque chose en propre, et que le développement de cette chose en propre est véritablement le fondement d'une société juste, de la justice. Ce qu'on trouve chez Platon aussi d'ailleurs. Parce qu'on dit souvent les Grecs, ils n'ont pas le sens de l'individu, mais c'est n'importe quoi. C'est bien sûr, d'ailleurs, les Trobriandais aussi, c'est de croire que l'individu est une invention de l'Occident au XVIIIe siècle est une aberration absolue. Ou de Descartes, on dit je pense, je suis. Bref, donc ça c'est pour la contribution. Et donc je pense que le paysage est précisément disons un pourvoyeur de contributions, et en même temps thésaurise les contributions passées. On peut lire les paysages à travers des strates successives de croissance, de développement, d'aménagement, de tout ce qu'on voudra en fait. Mais ce qui est très important quand on apporter une part, ça ne veut pas dire évidemment détruire l'existant. C'est-à-dire, je ne peux apporter une part que dans la mesure où je fais une expérience de mon milieu. Et quand je dis je fais une expérience de mon milieu, de paysage par exemple, cela signifie que disons que je m'empare d'un élément de ce paysage que je vais utiliser comme un moyen d'expérience. Autrement dit, en utilisant cette part du paysage qui est un moyen de mon expérience, je vais transformer ce paysage. Mais il n'y a d'expérience véritable que dans la mesure où mon expérience ne va jamais jusqu'à détruire ce dont je me suis emparé pour produire une transformation qui, quant à elle, m'achemine vers le développement de mon individualité. Et donc, ce lien entre le développement de l'individualité et le paysage, qui a été beaucoup pensé par les artistes, notamment par exemple les peintres paysagistes du 19e siècle américains, qui sont un peu comme les anthropologues, je prends cet exemple parce que je l'aime beaucoup, mais des gens comme Dove, ou comme... comment il s'appelle ? Bon, son nom m'échappe. En fait, qui ont vraiment, d'une certaine façon, documenté le passé. Et, disons, inscrit, que c'était d'ailleurs dans la photographie ou dans la peinture de paysage, inscrit des états du paysage qui étaient en voie de disparition parce que ce qu'ils voyaient se produire, c'était précisément des pratiques qui étaient entièrement destructrices de tout l'existant. C'est-à-dire qu'ils faisaient table rase. Alors la table rase, c'est le propre de la place publique. On fait table rase, on coule la dalle de béton. C'est le propre de toutes sortes d'aménagements, et c'est précisément ce en quoi, souvent, finalement, il n'y a pas paysage. Donc apporter une part, ça me semble, disons vraiment contribuer, apporter une part en propre, signifie créer une relation personnelle avec le paysage qui est transformé tout en étant conservé, mais tout en étant autre, en devenant autre. Et puis finalement, le bénéfice, alors ça aussi c'est important parce que je pense que le paysage vous donne beaucoup. Qu'il y a, par exemple, si je repars sur mon exemple de place publique, vous avez disons des aménagements qui ne vous offrent aucune prise. Et la cour de l'école, je dirais qu'elle, puisque voilà, c'est un sujet présent ici, la cour de l'école a été quand même souvent conçue comme n'offrant qu'un nombre de prises extrêmement limité. C'est-à-dire, en fait, des prises destinées à enrôler les garçons d'un côté, les filles de l'autre, dans des jeux estampillés bons pour l'instruction, plus que pour l'éducation d'ailleurs. Donc il y a un côté enrôlement dans le design traditionnel de la cour de l'école, comme de la classe d'ailleurs, qui est très très problématique et qui empêche justement la générosité du paysage, qui la supprime, je dirais, complètement à la base. Donc,
comment le paysage se donne-t-il à nous, en quelque sorte. Et là, en l'occurrence, créer des paysages qui se donnent, qui s'offrent, qui ont une générosité, ça signifie beaucoup de pluralité, beaucoup de matériaux différents, la biodiversité, bien sûr, et choses de ce genre. Ça signifie aussi des espaces communs, des espaces individuels, ce qu'on appelle en écologie des corridors et des niches. Ça, c'est indispensable. Et je pense que les cours d'école, j'en ai vu un certain nombre, telles qu'elles sont dessinées aujourd'hui, peuvent fournir justement cette dialectique dont on a besoin entre se montrer et se cacher, rentrer, sortir, jouer, se reposer, être avec les autres, s'isoler, etc. Ça, c'est important. Et on peut, dans un mouchoir de poche, finalement, organiser toutes ces choses-là. Et parfois, vous avez le jardin japonais, c'est un très bon exemple. C'est un paysage incroyable, mais qui vous offre des milliers de prises sans que vous puissiez en faire le tour, puisque précisément la caractéristique du jardin japonais traditionnel, et des gens comme Carl André ou Richard Serra en ont fait leur miel, c'est qu'il n'y a aucun endroit à partir duquel vous pouvez le voir entièrement. Donc ce n'est qu'en vous déplaçant que vous allez en découvrir tous les aspects. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être mis un peu au crédit d'un paysage susceptible de servir de socle à une bonne société. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose les paysagistes du CAE nous offrent maintenant leur témoignage de leur quotidien et de ce verbe, de leur activité, comment ils se déploient aussi bien dans les territoires de partout. Bonsoir à tous. Merci Pierre. Merci Madame Zask d'avoir accepté notre invitation. Je me présente, je m'appelle Yannick Campion, donc je suis paysagiste au CE des Bouches-du-Rhône et je suis aussi depuis peu chercheur associé au LAREP, c'est le laboratoire de recherche en projet de paysage de l'école du paysage Versailles. Il y a une antenne aussi à Marseille, à l'IMVT. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de poursuivre sur le thème qui nous rassemble aujourd'hui, donc la participation et la participation, quel rôle a eu les CAUE dans ce développement. Et donc c'est une approche historique que je vous propose. Alors les 30 Glorieuses ont amené en France et ailleurs dans le monde un développement urbain sans précédent. La France s'est nappée de grands ensembles, de banlieues pavillonnaires. Et ces développements urbains ont été vécus par beaucoup comme une détérioration de l'environnement et des paysages. Et à partir des années 70, de nombreuses voix se sont levées pour amener les politiques publiques à préserver les paysages et l'environnement. On a eu en 1971 la création du ministère de l'écologie. En 1976, la création de la première école de paysage à Versailles. Et en 1977, la promulgation de la loi sur l'architecture qui a entraîné la création des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Je vais vous lire quelques extraits de cette loi. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le CAE a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement et du paysage. Donc on voit que dès l'origine, la recherche d'une meilleure qualité architecturale, d'une meilleure prise en compte de l'environnement et celle de la participation du public sont intimement liées.
Alors concrètement, ça s'est mis, enfin, cette volonté de faire participer le public s'est mis en place par des conseils aux particuliers. Donc c'est un service gratuit et ouvert à tous qui existe toujours actuellement. Donc l'idée, c'est de faire rencontrer des particuliers, donc ça peut être des habitants, mais aussi des professionnels, des entreprises, porteurs de projets, donc qui veulent construire ou agrandir, et de leur faire rencontrer gratuitement un architecte. Donc l'idée, c'est d'améliorer la qualité des constructions, d'éviter les écueils lors des permis de construire, voilà, d'éviter des blocages. Et dans ce système, l'architecte joue un rôle de médiateur, de traducteur entre la commune et les porteurs de projets. Une deuxième branche des activités des CIE, c'est le conseil aux collectivités. Donc les collectivités, ça peut être les communes ou les communautés de communes, on a aussi les parcs naturels, peuvent demander au CIE un conseil sur leur projet d'urbanisme, de paysage ou d'architecture. Alors ce qu'il faut noter, c'est que d'après la loi, les CIE ne doivent intervenir qu'en amont de la phase opérationnelle, c'est-à-dire avant la maîtrise d'œuvre. On est là en conseil, et c'est pour ça qu'on parle souvent d'aide à la programmation. La question que je me suis posée avec ma casquette d'historien, c'est quelle place pour le public, pour l'avis du public, les besoins du public ont été accordés au fil des années dans les conseils qu'ont donnés les CAUE aux différentes collectivités. Et pour cela, j'ai entrepris d'analyser divers rapports annuels de différents CAUE, donc le CAUE du Vaucluse, celui du Var, l'Hérault et le nôtre. Donc c'est des CAUE voisins, tous méditerranéens. J'ai également réalisé quelques interviews avec certains de leurs membres pour avoir un peu une vision plus subjective de cette question. Et mon étude est allée de 1990, parce qu'avant 90, j'ai eu un peu de mal à réunir de l'information. Donc voilà, les premiers rapports d'activité datent à peu près de ces époques-là. Et je me suis arrêté jusqu'aux années 2010, parce qu'après 2010, c'est vraiment l'époque où les CIE se sont vraiment emparés de cette question. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est un peu la genèse, l'origine de tout ça. Voilà. La première grande tendance qu'on peut lire dans ces rapports d'activité, c'est plutôt d'ordre sémantique ou lexical. On voit qu'il y a une volonté à la fois des élus et des CIE dans les années 90 d'embellir le cadre de vie jusqu'à 2010, où là, on va arriver sur une volonté plutôt de préserver les milieux de vie, de préserver les paysages. Et en fait, on sent vraiment une montée progressive du thème de l'écologie, et qui va de pair d'ailleurs avec l'arrivée progressive dans les équipes des paysagistes, dans les équipes des CAUE. La deuxième tendance, et ça c'était un petit peu quelque chose de contre-intuitif, c'est que la participation du public, elle semble constante de 90 à 2010, alors constante en nombre, c'est-à-dire que chaque année, il y a environ à peu près les mêmes conseils où on fait intervenir le public. Donc c'est vraiment déjà très présent dès les années 90, mais ce qui change, c'est que c'est les formes de participation. Donc en fait, on fait toujours intervenir le public, mais différemment au cours du temps, c'est quelque chose qui évolue de 90 à 2010. Donc dans ces rapports d'activité, on peut lire 4 grandes formes de participation. Vous avez d'abord l'information. Donc là, c'est un CIE et une commune décident de monter un programme d'aménagement. Ils le ficellent, ils le terminent et ils vont le présenter aux habitants ou aux acteurs, mais ils le présentent dans leur état fini et on ne va pas forcément leur demander l'avis du public, c'est vraiment une information. Donc ça peut être sous forme d'une publication dans une gazette ou dans une exposition ou une présentation de public. La deuxième forme de participation, c'est l'enquête. Donc ça se situe plutôt en amont du conseil, en amont de la constitution du programme. On va demander tout simplement aux acteurs, aux habitants, leur avis, leurs besoins. Ça peut se faire directement sur site, par téléphone, par courrier ou par mail pour les années les plus récentes. Troisième forme, c'est la consultation. Donc là, à différentes étapes du projet, donc en cours de constitution du programme, on va demander l'avis du public. Donc ça peut être sous forme d'enquête publique ou de réunion publique, et cet avis va infléchir dans un sens ou dans l'autre la constitution du programme.
Et enfin, on a la co-construction où là, les acteurs, les habitants, les usagers vont véritablement prendre part, pour reprendre votre expression, à la conception du projet. Alors ça peut être sous forme de diagnostic en marchant ou sous forme d'atelier de co-conception. Et là, ce qu'il faut noter dans cette forme de co-construction, c'est souvent des groupes plus restreints parce qu'on ne peut pas faire participer et dessiner la population d'une ville entière ou d'un quartier entier. On restreint souvent la jauge à quelques dizaines d'individus. Alors ces 4 modes de participation, on peut aussi les classer en deux lignes. L'échelle du territoire, donc ça peut être l'échelle de la commune ou de la communauté de communes, ou voilà une autre échelle territoriale, où là le public va être plutôt les habitants, les acteurs ou les techniciens. Et on va avoir aussi des conseils à l'échelle du site. Et là, ce sera plutôt ce qu'on appelle des usagers ou des futurs usagers, ainsi que des techniciens. À ne pas oublier, c'est la présence de l'élu. Donc ça, c'est une condition sine qua non. Nos conseils, ils sont faits à la demande des élus et à destination des élus. Et la participation des élus même dans certains ateliers, ça peut être un des enjeux de la participation. Voilà ce que donne l'étude en couleur. Vous avez un gradient avec en jaune foncé les cas qu'on retrouve le plus fréquemment. Donc on voit qu'à l'échelle territoriale, là on est dans les années 90, on fait un zoom sur les années 90. À l'échelle du territoire, on a déjà beaucoup de consultations en urbanisme ainsi que dans les projets d'environnement. Et ça c'est assez intéressant parce qu'on est juste avant la loi SRU. La loi SRU c'est 2000. Donc la loi SRU, elle a rendu obligatoire les consultations publiques et on se rend compte qu'en fait les CAUE se sont déjà emparés de cette question dans la décennie d'avant. On note qu'il n'y a pas de co-construction à cette époque. Je n'ai pas repéré de cas de co-construction à l'échelle du territoire. À l'échelle du site, on a les diverses formes de participation qui sont plus panachées. On a de l'information, de l'enquête, de la consultation, notamment pour les espaces publics. Et on voit en co-construction déjà apparaître des travaux sur des cours d'école. Donc en fait, tous les cas que j'ai repérés de co-construction dans les années 90, ce sont des cours d'école ou de collège. Donc on voit que c'était déjà un peu présent en germe, cette idée de faire participer les écoliers ou les lycéens ou les collégiens. Néanmoins, en fait, j'ai marqué, entre parenthèses, action pédagogique à petite échelle. En fait, c'est jamais des projets qui vont déboucher, comme on fait maintenant, sur une consultation de maîtrise d'œuvre et un projet de requalification entière de la cour. C'est plutôt des projets portés par des insistes qui vont faire un petit potager, planter quelques arbres avec les écoliers. Voilà, mais c'est des projets intéressants, mais pas à une échelle aussi grande que la cour elle-même. Dans les années 2000, on note qu'il y a une forte baisse de l'information. Il n'y en a quasiment pas. Donc c'est peut-être à peu près l'époque où, pour les élus et pour les CAUE, c'est plus suffisant de seulement informer le public et peut-être que les habitants, les usagers veulent ou demandent que leur avis soit plutôt plus pris en compte. On note qu'il y a toujours beaucoup de consultations à l'échelle du territoire en urbanisme et en environnement, et des cas de co-construction également dans le domaine de l'environnement. Et en fait, tous les cas repérés, ce sont des agendas 21. Donc les agendas 21, c'était la mise en place d'un plan de développement durable, comme on disait à l'époque. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le protocole de l'agenda 21, il était demandé de faire mieux participer les habitants, de les faire participer plus activement. Donc on voit l'application concrète là, à cette époque, dans les années 2000. À l'échelle du site, on remarque qu'il y a toujours beaucoup de consultations, notamment en espace public, ainsi que des cas de co-construction en architecture. Donc il commence à y avoir de la véritable programmation participative, des cours d'école et des espaces publics. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut lire certains blocages, certains projets qui se bloquent, qui ont quelques écueils, notamment à Fuveau dans les Bouches-du-Rhône, où par exemple, donc je vous donne cet exemple, on a demandé aux habitants de participer à un concours d'idées pour un espace public, une place. Donc les habitants ont dessiné leur projet un peu rêvé, et finalement le CAUE et la mairie ont jugé ces résultats non satisfaisants et ont repris un peu le projet à zéro, ont engagé un autre maîtrise d'œuvre, et du coup
On sent à cette époque, dans les années 2000, qu'il y a peut-être un problème un peu de méthode. On veut faire participer les habitants, mais on ne sait pas trop comment faire. On est un peu en train de s'outiller. Et ce qui nous amène donc à la décennie 2010, où là, c'est comme je le disais tout à l'heure, les CAUE et d'autres acteurs, on n'est pas les seuls, mais d'autres acteurs en France, sont venus s'emparer plus concrètement de cette question. 2 exemples. L'université d'été de 2011, où tous les CAUE se sont réunis sous le thème CAUE et concertation pour une vraie participation. Donc voilà, c'était comment monter en compétences pour mieux faire participer les usagers, les habitants. Et la FNCAUE qui a lancé en 2016 une formation pour l'ensemble des CAUE pour qu'ils se forment sur ces questions et mettent en place des ateliers plus concrets avec les habitants. Cela nous mène à la fin de la décennie 2010, où il y a eu une véritable bascule avec la canicule de 2018, l'autre canicule de 2019, ainsi que le Covid qui a fait vraiment basculer aussi bien du point de vue de la nécessité de s'adapter face au changement climatique que de mieux faire participer les habitants. Et je vais laisser à présent la parole à Maxime qui va vous raconter ça. Merci. Donc pour illustrer un cas concret de démarche de programmation participative, je vais vous présenter l'expérience du CAUE des Bouches-du-Rhône pour les cours d'école. Donc c'est un sujet où nos collègues du CAUE de Paris ont été assez pionniers. Dès 2017, ils se sont vraiment investis sur cette question des cours Oasis. Et le souhait d'avoir des cours d'école renaturés, il s'est peu à peu étendu et ça a pris vraiment un essor au tournant des années 2000. Et notamment en particulier depuis 2019, avec l'appel à projet de l'Agence de l'eau, un coin de verdure pour la pluie, qui a grandement facilité en fait, le financement de ces projets. Et dès le départ, l'approche participative elle a été identifiée comme une nécessité pour la réussite de ces projets de cours d'école. Et l'Agence de l'eau en a d'ailleurs fait une condition pour l'attribution de ces subventions. Donc c'était une première et c'est quand même à souligner. Donc c'est ce qui a aussi facilité cette approche participative dans les cours d'école. Donc le CAUE des Bouches-du-Rhône s'est à son tour emparé de ce sujet. Il a pu expérimenter de 2021 à 2024 une dizaine de cours d'école qui ont été accompagnés. Donc ça a été l'occasion de tester des protocoles, des outils, des formats d'ateliers pour se forger peu à peu une méthodologie. Et donc le besoin de formaliser cette méthodologie et puis la multiplication des sollicitations des communes pour les cours d'école nous ont conduit à mettre au point en fait un kit, le kit Ma Future cours d'école, que vous pouvez retrouver sur notre site internet en téléchargement. Et l'objectif de ce kit, c'était vraiment de pouvoir outiller, transmettre un savoir-faire à la fois aux collectivités, mais aussi aux professionnels, pour leur passer le relais. Le déploiement de ce kit, il a pu s'illustrer notamment dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la métropole Aix-Marseille-Provence vers des cours d'école désimperméabilisés et renaturés, où depuis 2024-2025, c'est plus d'une centaine de cours d'école qui ont été accompagnés à l'échelle du territoire métropolitain. Avant de vous présenter plus en détail cette méthodologie, je voulais repréciser un peu le contexte dans lequel intervient un CAUE, même si Yannick l'a déjà un peu évoqué. Donc le CAUE, il intervient vraiment en amont des projets pour faire de l'aide à la décision, pour accompagner et conseiller les collectivités en phase préopérationnelle, pour faire de la programmation. Donc le programme, en fait, c'est en quelque sorte la feuille de route du futur projet. Donc la participation, elle est essentielle à ce stade-là, parce qu'elle va avoir une incidence évidemment sur toute la suite, le déroulé du projet. Mais pour autant, cette approche participative, on peut tout à fait la retrouver aussi en phase de conception avec le maître d'œuvre. Ça peut être aussi lors de la réalisation des travaux, en organisant pourquoi pas
un chantier collectif avec les usagers. Et puis aussi, une fois que le projet est livré, que les travaux sont terminés, on peut là aussi encore avoir du participatif. Je pense notamment dans le cadre d'une rédaction de charte d'utilisation pour les cours d'école. Ça peut être aussi pour définir un plan de gestion en lien avec les agents d'entretien. Donc cette démarche de programmation participative, elle regroupe un certain nombre d'acteurs. Le programmiste, c'est vraiment le chef d'orchestre. Donc c'est évidemment un paysagiste concepteur qui peut assurer cette mission. Il peut être accompagné aussi d'autres professionnels en fonction des compétences qui peuvent être nécessaires. On a d'un côté la maîtrise d'ouvrage avec le maire, les élus, les agents municipaux. Et puis on a ce qu'on appelle la maîtrise d'usage de l'école qui va regrouper un peu tout le panel d'acteurs, que ce soit la direction, les enseignants, les écoliers, les parents d'élèves ou le personnel du périscolaire. Et donc tout l'enjeu, ça va être de co-construire un programme avec tous ces acteurs. Donc cette démarche, elle se déroule en 3 temps et 7 étapes. Donc c'est un processus qui peut sembler un peu long, hein, c'est 5 à 6 mois, mais c'est un temps qui est vraiment nécessaire pour arriver à cette co-construction du programme. On a un premier temps de préalable qui va permettre de confirmer en fait l'engagement de la commune dans cette démarche, mais aussi voilà, d'organiser, de planifier les tâches et le rôle de chacun. Pour ensuite passer au diagnostic croisé, donc, où le programmiste va croiser les avis des uns et des autres pour poser les bases en fait, d'un pré-programme sur lequel, dans un dernier temps, le programmiste va pouvoir proposer des scénarios d'aménagement qui vont être soumis à la concertation pour enfin aboutir à ce programme co-construit. Donc une première étape, c'est le lancement de la démarche, donc où on va présenter à la commune les grands principes. Ça va être l'occasion aussi d'avoir un temps de sensibilisation pour leur expliquer vraiment quels sont les enjeux liés à une telle démarche pour désimperméabiliser, végétaliser une cour d'école. C'est aussi à cette occasion qu'on va pouvoir constituer le groupe de travail qui va suivre la totalité du processus, donc qui va représenter un peu ce panel d'acteurs. On va définir aussi, par exemple, de quelle façon les écoliers vont pouvoir être impliqués dans cette démarche. Donc, est-ce que c'est une classe pilote qui est désignée ou est-ce que ça va être peut-être des élèves délégués pour représenter un peu la diversité des classes de l'école, et donc pour planifier les étapes à venir. Donc, la deuxième étape, elle va concerner notamment les écoliers, donc, qui vont mener leur propre état des lieux et des besoins, avec là aussi un temps de sensibilisation qui est important. On en retrouve tout au long du processus, pour déjà les sensibiliser aux enjeux environnementaux de la cour d'école. Donc voilà, ici un exemple qui illustre une expérience qui est proposée pour les sensibiliser à la question de la perméabilité des sols, mais ça peut être aussi par des relevés de température, pour illustrer un peu le phénomène d'albédo, d'échauffement du sol en fonction de la nature des matériaux. Et puis cette démarche, c'est aussi l'occasion de les sensibiliser au métier de paysagiste et d'architecte. Donc on essaye de les mettre un peu en condition, notamment en réalisant un relevé de leur cours, à la fois pour questionner le déjà là, les mouvements, les usages, mais aussi tout ce qui va relever du sensible. Et on les invite aussi à réaliser des enquêtes. Ça va leur permettre de se confronter à des avis qui sont différents auprès de leurs camarades, mais aussi auprès des adultes, le personnel de l'école, donc pour qu'ils puissent faire ce travail de recueil des besoins, des attentes de chacun. Et à partir de ces éléments, on va leur proposer de
de réfléchir à un programme illustré en s'aidant notamment d'images de référence, voilà, pour les aider, réfléchir à quels sont leurs souhaits pour essayer de répondre à tous ces éléments qui sont issus de l'état des lieux. Donc c'est un programme illustré qui peut prendre la forme, voilà, de dessins, de plans, de maquettes. Ça peut être aussi sous forme spatialisée. Là, c'était à l'occasion d'un exercice où les enfants in situ ont spatialisé l'implantation des arbres. Voilà, ils ont joué le rôle des arbres dans leur cours d'école pour voir comment tout ça pouvait prendre forme dans leur espace. Et donc, toute cette réflexion, elle est ensuite restituée au groupe de travail des adultes. Voilà, c'est important qu'il puisse y avoir cet échange entre les écoliers et le groupe de travail. Parce que le groupe de travail lui-même aussi est invité à faire son état des lieux, donc, notamment à l'occasion d'une visite de la cour où chacun va pouvoir s'exprimer, donner son avis pour vraiment comprendre comment fonctionne cette cour, quels sont ses usages. Et elle est généralement poursuivie par un questionnaire d'enquête, voilà, aussi pour approfondir cet état des lieux. Et à son tour, le programmiste va faire son propre état des lieux et croiser à la fois le regard des enfants et celui du groupe de travail pour avoir ce diagnostic croisé. Et sur cette base, il va pouvoir définir un pré-programme qui va faire la synthèse en fait, des enjeux, des attentes, des contraintes. Et c'est sur cette base-là, qui sera validée par le groupe de travail, que ensuite on va pouvoir définir des scénarios d'adaptation. Donc c'est un exercice qui permet là de définir un peu le niveau d'ambition des aménagements qui sont souhaités par la commune. Donc illustré pour permettre à la fois de faciliter la compréhension des orientations qu'on peut définir pour répondre au pré-programme, mais aussi pour aider à se projeter dans la façon dont peut évoluer la cour. Donc ces scénarios d'aménagement, ils vont être soumis à la concertation à l'occasion d'un atelier. Donc c'est un moment important où le groupe de travail va pouvoir s'exprimer sur les différents scénarios qui sont envisagés pour essayer de co-construire en fait une solution qui réponde aux besoins et aux envies de chacun, et donc qui va aboutir à un scénario de synthèse qui sera la base du programme. Donc un programme illustré et chiffré, accompagné d'une vision opérationnelle avec un planning et une proposition de phasage qui va permettre, in fine, à la commune de pouvoir passer à la phase opérationnelle et de lancer une mission de maîtrise d'œuvre. Pour conclure cette présentation, j'ai choisi cette photographie là qui illustre une autre forme de participation. Ici, c'était dans le cadre d'un atelier qui réunissait à la fois des élus et des agents d'une commune pour un plan guide communal de la transition écologique sur la commune du Tolonnais. Parce qu'on a pu se rendre compte en fait que cette expérience des cours d'école, elle a permis de faciliter le développement des démarches participatives sur d'autres sujets sur lesquels le CAUE peut être sollicité. Je pense notamment aux espaces publics, mais voilà, ça peut être aussi pour des réflexions plus de planification. Et ça nous a montré que les élus se sont emparés de ce sujet, de cette approche de la participation, pour en faire vraiment un outil. Ils ont compris l'intérêt de cette démarche, que c'était vraiment la garantie de réussir les projets. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions, des besoins de précision dans la salle d'atelier? Bon, oui. Je vous donne le micro, comme ça on peut enregistrer les questions. Vous
point sur les cours d'école. J'ai été stupéfait dans le temps très court dans lequel s'est passée la décision de renaturer les cours, sont passés d'un niveau de vision de spécialiste à un niveau public. Tous les élus veulent le faire d'un coup. Ça s'est passé en 5 ans. J'ai rarement vu une évolution de point de vue sur un espace se faire en un temps si court. Pour ma part, à Marseille, j'ai fait une école, et entre le moment où j'ai voulu leur expliquer qu'il ne fallait pas goudronner la cour et le moment où je l'ai livré, finalement, ils avaient changé d'idée. Bon, ça s'est fait en 3 ans. Donc, c'est ça qui m'a tout à fait étonné. Et donc, la question que je pourrais poser, pas vraiment une question, mais si c'est savoir qu'est-ce qui a fait que les choses sont allées aussi vite sur ce point précis. Pour essayer d'apporter une réponse, oui, c'est vrai je pense qu'il y a on l'a évoqué avec Yannick, il y a une conjonction de plusieurs facteurs. Il y a eu l'effet Covid, il y a eu un besoin de plus de nature, je pense, et les cours d'école peuvent devenir des espaces de nature de proximité. On a d'ailleurs des exemples en France où les cours d'école sont devenus des espaces publics ouverts aux habitants des quartiers en dehors des temps scolaires. Donc ça pouvait répondre à ce besoin-là. Et puis je pense qu'il y a eu aussi l'effet agence de l'eau. On avait très peu de financement en fait, qui pouvait exister auparavant pour ce type de projet. Donc ça a été un levier, je pense, énorme à l'échelle nationale pour vraiment lancer cette dynamique de renaturation des cours d'école. Ils sont tous venus nous voir pour des problématiques de chaleur d'été. Et après, on a tiré le fil. Ce n'est pas eux qui nous ont demandé de la désimperméabilisation et de la renaturation. Au départ, ils avaient trop chaud. Oui, j'avais entendu le mot subvention et effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Maxime. Nous, à la Fédération française du paysage, on avait écrit des courriers quand on était tous et toutes, comme tout le monde, bloqué chez nous mars 2020 sur ça, sur ce besoin de dehors. Et effectivement, quand on a pu ressortir dehors, on s'est rendu compte que il y avait des endroits, comme vous disiez, la place publique, où on était dehors, mais on ne pouvait rien y faire. Et donc, on allait plus loin. Et on le voit aussi dans la fréquentation des espaces de nature, de proximité, qui a explosé, les espaces naturels sensibles, des départements, des points comme ça, de baignade, tout simple, qui voient leur fréquentation augmenter. Mais c'est normal, la démographie augmente, mais vraiment plus depuis 5 ans. Et donc, ce besoin de proximité-là. Je voulais vous remercier pour cette présentation. Je pense aussi, comme le disait Yannick par rapport à ses recherches, qu'il existait chez les usagers des cours d'école un besoin de modifier ces espaces. C'est-à-dire que nous, depuis très longtemps, dans les CAUE, dans les ateliers qu'on pouvait faire avec les enfants dans les écoles, il y avait cette envie de changer cet espace-là. Tout le monde était bien conscient, enfin les usagers, étaient bien conscients que que ces cours d'école ne correspondaient pas à ce qui était souhaité par les enfants. Donc il y avait cette dimension-là qui était déjà là, sous-jacente, et qui a fait que quand il y a eu les moyens financiers et une vraie prise de conscience des risques, c'est-à-dire que les 2 canicules de 18 et de 2019 ont effectivement créé des problématiques dans les EHPAD, mais bien évidemment également dans les écoles, mais on le portait moins, où des gamins qui faisaient moins d'1 mètre étaient à proximité de 50 degrés des sols en bitume de leur cours d'école. Donc je pense qu'il y avait déjà, ce qui a permis cette accélération, il y a l'argent, il y a le contexte, etc., mais qu'il y avait un désir de l'habitant, de l'usager, d'aller déjà vers un autre lieu. Je pense que, il y a cette explication-là. Et je voulais dire aussi, par rapport à ce que vous avez montré de la démarche qui est menée dans la plupart des CAUE en direction de ces projets de cours d'école, c'est le lien que crée le temps de la participation. Comment les gens se parlent, comment les experts parlent au public. Il y a vraiment toute cette question-là aussi qui est à noter, de faciliter l'échange entre les usagers
les enfants, les directeurs, les assistantes maternelles, les agents des collectivités, tout ce petit monde qui vit cet espace-là, ben, ces ateliers-là, ils ont aussi ce rôle-là, d'ouvrir l'échange, le dialogue et la possibilité de parler ensemble d'un projet, ce qui se passe très rarement sur d'autres projets. Bonjour, merci pour cette présentation, c'était trop intéressant. J'avais une question par rapport à la vie de ces cours d'école et comment faire participer les gens à les faire vivre et durer, notamment lié à la gestion. Parce qu'on sait que des fois, on fait beaucoup de concertation, etc. pour des projets, et puis derrière, ils sont livrés, puis on les laisse aux gestionnaires. Et est-ce que ce serait pas intéressant aussi de s'en servir comme support pédagogique tout au long de l'année? Et est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé au sein des CAUE pour après les livraisons de ces projets-là? C'est vrai que sur la vie du projet, j'aurais tendance à dire qu'on ne se la pose pas suffisamment, et pas que pour les cours d'école d'ailleurs. Et je pense notamment au rôle que le paysagiste peut jouer dans la vie du projet après travaux. Et on ne pense pas suffisamment, je pense notamment à la question de la gestion. Et c'est vrai que la réalisation d'un plan de gestion, par exemple, ça devrait être une mission systématiquement intégrée à la maîtrise d'œuvre, sur comment on peut anticiper la façon dont on veut que l'espace soit entretenu, soit géré, et en associant de façon participative aussi les futurs gestionnaires. Et ça s'anticipe dès la conception en fait, du projet. Et sur le cas des cours d'école, on a quelques exemples. Je pense notamment aux chartes d'utilisation. Voilà, il y a certaines écoles où ça se pratique, où on va réfléchir à la mise en place d'une charte, parce qu'un nouvel aménagement, une nouvelle cour d'école qui est complètement transformée, forcément, ça implique de nouveaux usages, de nouveaux espaces, et donc de nouvelles règles aussi à mettre en place avec les enfants sur ce qu'on peut faire ou pas en fonction des endroits, et sur la façon dont on peut eux-mêmes les impliquer dans la vie de cette nouvelle cour d'école. Et donc on a des cas où les enfants sont invités à la fin de la récréation à prendre des pelles, des balayettes, et puis à ramasser les copeaux de bois, et ça devient un jeu, et ils aiment ça. Voilà, enfin, ils s'impliquent pleinement dans la vie de leur cours. Je ne sais pas si ça répond en partie à la question. Pour rebondir sur les deux dernières questions, alors pourquoi ça a pris? C'est parce qu'il y a aussi des très bons retours d'expérience, et c'est arrivé d'ailleurs d'assez loin avec le CAU de Paris. Vous parliez de 5 ans, mais en fait le CAU de Paris, ça fait plus de 5 ans qu'ils bossaient là-dessus. Et du coup, les retours d'expérience sont bons, mais ils sont bons quand ça a été fait en co-conception, et inversement, quand des communes, un peu au début, il y a quelques années, ont lancé ce type de projet, mais sans co-construction, et ben là, à la rentrée, les gens se l'approprient pas, les élèves non plus, et ça coince. Et c'est pour ça qu'en fait, le but, la première étape, les préalables de mettre tout le monde autour de la table, gestionnaires, parents, élèves, c'est le plus important. Si on oublie quelqu'un, il y a des sujets qui seront peut-être pas traités plus tard, et on va aboutir à des écueils. J'y vais. Ouais, si, ça peut être pardon, une seconde. Non, l'occasion de rappeler que l'outil pédagogique par excellence pour Maria Montessori, qui a quand même été la source d'inspiration de beaucoup d'écoles libérales et démocratiques, c'est le jardin partagé. Et donc, oui, ça pourrait être vraiment, pour rebondir sur votre question, intéressant de faire de la cour de l'école un outil pédagogique. Et pas seulement un espace coupé de la salle de classe, mais qui soit en lien avec la salle de classe. Et ce qui nous ramène vraiment à la dimension du paysage, finalement. Oui, j'allais revenir aussi là-dessus, de dire que justement,
Il y a l'aspect, pour répondre à la première question, il y a le côté, il y a eu l'alignement des planètes, en effet, entre les subventions, entre tout ça. Vu qu'on est entre les deux tours, j'en profite aussi pour dire qu'une cour d'école, c'est quand même un laboratoire formidable, c'est très consensuel, c'est très visible et c'est très maîtrisable. C'est-à-dire que quand on regarde les coûts d'un réaménagement de cour d'école, pour le dire vite, enfin en plus avec les subventions qui sont vraiment actives en ce moment, ça peut aller très vite parce que c'est très porté quelque part. Et pour une commune, je pense qu'on arrive aussi au stade où les communes ont, pour la plupart, réglé déjà beaucoup de problèmes dans leurs aménagements. C'est un peu ce qu'on voit en CAUE. Moi, je suis au CAUE 84, dans le Vaucluse. Et arrive maintenant ce sujet de cours d'école qui est très porté. Il y a eu Petite Ville de demain. Enfin, il y a eu des programmes d'État comme ça qui ont activé aussi tout ça. Ce qui fait que ça a pu se faire hyper vite comme ça. Et dans un budget communal, alors évidemment que ça pèse, mais c'est tellement porté et ça peut aller tellement vite. Les travaux, ça se fait en 2 coups de cuillère à peau. Une cour d'école, ça se fait voilà, en 1 mois de travaux, ça peut être vu. Avec les temps de concertation avant tout ça, mais c'est très rapide. Et ça fait un effet waouh qui est quand même très, très visible. Donc moi, je pense aussi que ça participe beaucoup. C'est vraiment enfin voilà, ça n'empêche pas que le projet soit de qualité. Et après, c'est vrai que ce côté laboratoire, tous les échanges qu'il y a entre les personnes qui viennent habiter, qui viennent construire finalement leur lieu de vie. Enfin, les enfants sont finalement plus longtemps à l'école dans la semaine que chez eux. C'est à peu près ça, si on exclut le temps où ils sont dans leur lit. Ça serait quand même dommage de ne pas le faire, quoi. Il y a aussi tout ça qui se joue. Donc, ouais, ça fait beaucoup de raisons qui font qu'en si peu de temps, on peut en faire autant, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si, enfin, pour vous dire, nous, on réfléchit là, vis-à-vis de l'agence de l'eau en Vaucluse. On réfléchit parce qu'il y a des appels à projets qui sortent régulièrement. Et voilà, on réfléchit à faire de la cartographie pour justement analyser un peu tout ça, toutes les cours d'école qui sont sorties, quand, et enfin de remonter cette chronologie-là, et aussi d'évaluer les potentiels des cours qui restent à pourvoir, on va dire, à du verdissement, à tout ce qu'on a vu, à du ménagement, pour proposer aux communes, là, avec les nouveaux électeurs arrivants, justement, enfin, les nouveaux élus arrivants, des plans un peu stratégiques comme ça pour continuer ces dynamiques-là. Et là encore, on est persuadé qu'à l'échelle d'un mandat électoral, c'est très possible. C'est des projets qui sont assez simples à mettre en œuvre, en fait. Je voudrais juste aussi rappeler que la France est quand même assez unique en son genre en Europe. C'est-à-dire que dans la plupart des pays européens, la cour d'école n'a jamais été bétonnée et il faudrait aussi se demander d'où ça vient. C'est quoi cette architecture de l'école? Qu'est-ce que ça veut dire de la République, de la nation, de la démocratie? Je crois qu'il y a vraiment un problème aussi local, je dirais, national, communautarien en quelque sorte, qu'on peut se poser. Et changer la cour de l'école, c'est changer beaucoup de choses, en fait. C'est vraiment changer une certaine vision de l'école et je dirais c'est acheminer l'école de l'instruction vers l'éducation. Oui, merci. Non, une question un peu générale, c'est comment on essaie de protéger la démarche participative de 2 écueils qui me paraissent intrinsèques. Le premier, c'est celui de la contrainte technique. Quand à un moment donné, on demande effectivement aux usagers, notamment de participer, on va forcément se confronter à la contrainte technique, budgétaire, technique, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Donc premier écueil, comment on s'en protège de manière générale. Et deuxième écueil, c'est comment on intègre la notion du temps. Quand on voit la lourdeur parfois de certaines démarches, comment une démarche participative peut ne pas se renfermer ou se retourner sur elle-même et donc générer aussi de la frustration. Donc c'est voilà, comment on protège une démarche participative de ces 2 écueils qui me paraissent assez difficilement incontournables. Je vais dire juste 2 mots. Si on considère la participation telle que j'ai essayé de la décrire, le fait est que les personnes qui participent doivent recevoir une formation. Et c'est ainsi que ça a été conçu d'ailleurs. Par exemple, la première revitalisation de la démocratie dite participative, on la doit à un certain, disons, spécialiste de sciences politiques qui s'appelle Fishkin, qui était sociologue, et il crée ce qu'il appelle le sondage participatif. C'est-à-dire, en fait, un certain nombre de gens sont choisis au hasard, une trentaine, et ils vont recevoir une formation. Et en fait, le sondage qui est effectué avant la formation après, c'est plus du tout le même. Même si, à la limite, les réponses peuvent être similaires, mais la qualité de l'opinion qui est émise, la qualité du jugement, la qualité du choix et de la proposition est plus du tout la même. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est ça le bénéfice.
C'est ça, recevoir une part. On peut pas, voilà, on peut pas s'inventer paysagiste, architecte, économiste, etc. C'est pas possible. Donc il faut vraiment recevoir la formation. Ça a beaucoup été travaillé là sur la question de la transparence nucléaire. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que des assemblées participatives formées, ou alors la Convention sur le climat, pour parler de quelque chose de plus récent. Je veux dire que les gens, à partir du moment où ils ont des formations et ils ont un libre accès à l'information et un droit d'enquêter et de publier les résultats des enquêtes, en fait, ils acquièrent des compétences qui peuvent être variées, qui ne sont pas exactement, évidemment, celles des scientifiques, mais ils ont des compétences d'usagers, parfois des compétences scientifiques qui sont absolument indispensables. Ça, on le voit beaucoup. Après, sur la question de la temporalité, moi, je pense que, disons, le système tel qu'il existe, disons qu'il y a le système représentatif, on va dire, enfin, même si ce n'est pas exactement le cas, mais est d'une lenteur extrême. En réalité, les systèmes de démocratie participative, ça va très très vite par rapport à la lourdeur de nos politiques conventionnelles. Parce qu'en fait, c'est tout le temps, on prend les mêmes, on recommence. Enfin, c'est affolant à quel point la lenteur, par exemple sur la question du climat, enfin, la question, enfin, tout est en quelque sorte ralenti par l'administration, la bureaucratie, la question des partis, les syndicats, enfin toute la structure, cette espèce de feuilletage à la fois administratif et politique nous ralentit terriblement. Et j'avais une question sur cette formation. Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que de la même manière que la personne qui vient être concertée, participer, reçoit, bénéficie de cette formation et du coup repart en ayant fait un bout de chemin. Est-ce que réciproquement, le ou la professionnelle, l'architecte, le sachant, celle qui a fait des études sur un thème précis et qui est le thème du projet à venir, qu'est-ce qu'il reçoit et de quoi il bénéficie? Mais d'abord, il n'y a plus d'experts. Enfin, je crois que c'est bien de supprimer l'idée d'experts et de voir tout ce qu'il y a d'antidémocratique et de participatif dans la notion même d'expertise, qui est aussi une institution assez récente. Il y a des scientifiques, il y a des savants, il y a des spécialistes, mais les experts sont des intermédiaires, si vous voulez, entre les peuples et les gouvernements et ont un rôle de conseiller et murmure à l'oreille des princes. Le GIEC a perdu énormément de temps parce qu'il s'est adressé, justement, en tant qu'expert aux gouvernants, en méprisant complètement l'opinion publique. Et ça n'est que dans les derniers rapports du GIEC qu'on voit apparaître la question de s'adresser au vaste public, en fait, aux citoyens ordinaires, à l'homme de la rue, la femme de la rue. Et ça, c'est une énorme erreur. Donc ça, c'est une chose. Alors après, si on se plonge dans le domaine, je dirais, plutôt scientifique, eh bien, on va s'apercevoir que science, c'est toujours au pluriel. Alors sur les feux de forêt, bon, ça, c'est vraiment un travail que j'ai plus approfondi que d'autres. Sur les feux de forêt, c'est clair que soit il y a une collaboration, une coopération entre des savoirs, des sciences différentes, soit tout va brûler. C'est-à-dire que pour faire face au risque de méga-feux, il faut des écologues ou des écologistes, je ne sais pas comment on dit, des paysans, des éleveurs, des spécialistes de la vigne, des spécialistes du Troène, des spécialistes des chèvres, des spécialistes des vaches. Les vaches sont des animaux très utiles pour débroussailler. Il faut aussi, bien sûr, les touristes, il faut les habitants, il faut les riverains, il faut les citoyens, il faut tout le monde en fait. Des chimistes, des géographes, des paysagistes. Et plus il y a de gens, c'est ça en fait la science. La science au niveau d'une société, c'est, comme disait Peirce, c'est un autre pragmatiste, c'est un câble qui est fait de 1000 brins, de multitude de brins. J'aime beaucoup cette image. En fait, c'est ça, les contributions viennent d'horizons extrêmement différents. Et donc, par exemple, ce qu'on appelle les sciences paysannes sont aussi des sciences d'une diversité extrême. Entre, voilà, les sciences enfin bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, de fait, bien sûr, chacun apprend d'autrui. Je crois que c'est un grand problème aussi qui est très ancré dans cette philosophie du public, qui a été beaucoup développée par John Dewey. Pour John Dewey, d'ailleurs, un public étant la production d'un travail d'enquête. C'est parce que vous enquêtez sur les conditions de votre apparition comme public que vous devenez un public participatif, si vous voulez. La vraie participation du public, c'est l'enquête, en fait.
l'enquête sur les conditions d'apparition. Et en fait, on a cette idée très très belle. Moi, je trouve que un public, il est fait de gens qui apprennent des autres. Comment on apprend des autres? Donc ça répond, j'espère, un peu à votre remarque. Je rebondis sur cette notion d'expertise, parce que c'est quelque chose qu'on s'est beaucoup posé en tant que concepteur. En fait, évidemment, on n'est pas expert, et d'autant plus en CAUE, on se considère un peu comme des généralistes. On est capable de parler à tout le monde, on est un peu des médiateurs. Mais il y a un moment, il faut quand même dessiner le projet, parce que le public, il ne va pas être capable, dans notre cas, de le dessiner, parce qu'il n'a pas les compétences. Et c'est vrai que nous, quand on a été formés, enfin moi je sais pas, quand j'étais formé, on m'a pas appris à dessiner la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est tout un processus de se dire, je vais mettre le crayon au service de ce que on me dit, des avis qu'on me dit. C'est pas quelque chose de naturel. Alors peut-être que maintenant les élèves, les futurs architectes ou paysagistes l'apprennent, mais nous c'était un exercice qui s'est fait petit à petit pour mettre le crayon au service des futurs usagers. Oui, vous avez rappelé à juste titre que les CAUE ont pour mission d'accompagner les porteurs de projets, donc les maîtres d'ouvrage, en phase de programmation. Et puis aussi, c'est aussi leur vocation, ce sont des organismes, des outils qui s'inscrivent dans la durée, à la différence des bureaux d'études qui ont des missions à durée limitée. Et donc, je voulais vous poser une question sur le suivi de ces opérations. Parce que la programmation, c'est une chose, si réussie soit-elle, mais ensuite, il y a le passage du seuil qui n'est pas toujours évident entre la programmation et la phase opérationnelle. C'est-à-dire, selon les cas, je ne sais pas si pour des cours d'école, des paysagistes ou des architectes ayant pignon sur rue, comme on dit, interviennent en maîtrise d'œuvre. Et ce qui est un maître d'œuvre professionnel ou pas, en aval de la programmation, se pose la question du dialogue avec les entreprises pour la mise en œuvre de l'aménagement projeté, tout ça. Donc, est-ce que vous avez aussi un suivi, c'est-à-dire pour prendre la mesure de ce qui est fait dans un temps peut-être un peu plus éloigné de la fin de la programmation, pour voir effectivement si les concepts généraux qui ont été dégagés en phase de programmation participative, comme vous l'avez dit, sont respectés, parce que vous connaissez la vie. Les chefs d'établissement peuvent changer, les élus communaux, on l'a vu cette semaine, changent aussi. Donc, est-ce que sur les Bouches-du-Rhône, on peut poser la même question au CAUE des autres départements, vous avez un suivi, c'est-à-dire pour voir si la programmation a été bien écoutée et mise en application? La réponse est oui. Alors oui, en fait, tout à l'heure, je disais qu'on s'arrêtait avant la maîtrise d'œuvre, mais en fait, on va accompagner les communes pour élaborer leur cahier des charges. On peut être là lorsqu'ils lancent une consultation. On peut participer à des auditions des futurs architectes ou paysagistes qui vont concevoir les projets. Après, une fois que la commune a lancé son marché et choisi si on l'a aidé, nous, on s'efface automatiquement et on n'a plus de prise là-dessus. On peut toujours être invité à suivre, et ça nous est arrivé, à suivre la conception des concepteurs, mais on n'a plus vraiment de contrôle. Et pour dire autre chose sur cette question de suivi, c'est vrai que pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'explosion des demandes, nous on en a fait pas mal ces dernières années d'ateliers comme ça, et maintenant on s'est un peu arrêté d'en faire parce qu'il y en a trop. Et la métropole a lancé par exemple un AMI pour plus de 100 cours d'école, un appel à manifestation d'intérêt pour plus de 100 cours d'école. Donc nous, ce qu'on leur a proposé, c'est de leur mettre à disposition notre kit. On a formé leur groupement et on arrive à la fin des programmes. Donc on les laisse faire tout leur programme. Et à la fin du programme, on arrive et on aide la commune à lancer le marché. Et c'est là qu'on peut faire le lien pour bien s'assurer que le programme est respecté et surtout qu'il lance une maîtrise d'œuvre dans les règles de l'art.
parce qu'ils peuvent ou mal le lancer, ou même le faire en interne, ou enfin voilà, le faire. Enfin voilà, on s'assure que ce soit bien fait, mais on peut pas obliger les communes à le faire. Et cette question des phases de projet, elle est super intéressante parce que si on prend l'exemple des cours d'école, c'est un espace, comme on l'a dit, qui est assez peu mis en débat. C'est-à-dire qu'on y va et il y a des heures et on y fait ce qu'on est censé y faire. La programmation paysagère, architecturale, la programmation de l'aménagement à venir, c'est souvent le premier moment où on s'interroge sur le cadre matériel. Donc, la première fois depuis la construction de l'école, où on demande l'avis aux habitants, aux habitantes de l'espace, leur avis sur comment ils l'utilisent, etc. Et je trouve que ce qui est assez commun et la bonne idée qui diffuse ensuite dans le temps, c'est quand dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, il y a de la concertation, de la participation, puisque on peut tout à fait faire de la participation en esquisse, qui est plus précise que la mission du CAUE, en phase projet, et puis en phase chantier, et puis comme on le disait tout à l'heure sur les chartes, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on entretient, ou plutôt comment est-ce qu'on jardine collectivement. Donc moi je le vois aussi sur ce suivi d'ouverture là. Voilà. Alors, on va prendre les 3 dernières questions, parce que je vois qu'on approche... Merci, je vais essayer d'être très concise parce que du coup avec toutes les questions qu'il y a eu très intéressantes, ça a développé un peu ma question de base. Du coup, on va dire que je suis un peu étonnée qu'on n'ait pas encore parlé du terme de jardinier dans tous ces échanges, parce que je trouve que le faire participer et intégrer la notion de jardinage, je parle de jardinage pratiquant, pas de jardinage industriel, agro-industriel, etc. Mais que ce soit à la phase de formation, par exemple, des élèves ou des habitants dans un autre cadre, à la phase de l'entretien et du soin du jardin après coup, est-ce que vous participez aussi du coup des jardiniers qui, eux, vont avoir leur propre expérience sur des années de l'évolution d'un paysage, du travail qu'on peut apporter, de techniques qui vont être... plutôt rural, etc., qui pourront apporter un plus et un côté encore plus réaliste à un projet qui est porté peut-être plus aujourd'hui par seulement des justement comme on l'entend un peu et qui après sur le long terme du coup va péricliter ou ne pas avoir l'impact qu'on aimerait qu'il ait sur au niveau social et écologique. Ouais. Claire. Mais Alors, nous, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du métier de jardinier ou de cette notion de jardin. Nous, c'est quelque chose qu'on explique beaucoup en phase de sensibilisation avec les élèves, avec l'équipe enseignante, que la cour va se transformer en jardin et que les écoliers vont être des petits jardiniers qui vont devoir s'approprier la cour, nettoyer, ramasser les feuilles, voilà, devenir des petits jardiniers. Après, alors peut-être les autres CAE ont d'autres expériences d'intervenants extérieurs de jardiniers et je les laisserai répondre. Nous, je ne pense pas qu'on ait eu ces cas de jardiniers. Peut-être que vous en connaissez, Madame Zask, de ce genre de cas, une intervention de jardinier dans les cours d'école. Alors le témoignage, mais qui pareil, c'est la réflexion c'est pas de la réflexion, c'est du témoignage. C'est qu'un maillon essentiel de la continuation de ces projets, c'est le fait qu'il y ait des personnes pour jardiner, mais qui sont pas forcément des jardiniers, comme on disait, de métier ou qui n'ont pas un contrat de jardinier ou un diplôme, etc. C'est, comme tu viens de le dire, devenir jardinier, quoi. D'ailleurs, petite anecdote, à Bruxelles, ces cours portent un nom. À Paris, le nom du projet européen, c'était les cours Oasis. Nos collègues de l'ouest de la France, c'est les cours Forêt. Nous, on a pris cours Jardin. Et en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que chacun se fait un peu son mot valise. Et nous, dans le département du Var, on a mis cours Jardin pour alerter sur le fait qu'il fallait jardiner. Mais après, et parce qu'il y a beaucoup de petites communes qui alors, comme on le disait, par l'attrait de l'avant-après,
ça peut occulter le fait que oui, ça se jardine et ça se compte en saison et en année. Et ce que je voulais dire, pardon, je m'égare, c'est que on est en train de se rendre compte que les projets réussis, c'est là où il y a un tissu associatif autour de l'école et donc des associations, pas forcément de parents d'élèves, mais des associations de permaculture, des associations de sensibilisation, de compostage, qui sont pas, dont la vocation n'est pas forcément de venir épauler la collectivité dans la gestion matérielle de l'espace, mais en fait ne demandent qu'à, avec ce sol réouvert et cette biodiversité et ces usages, du coup, de fait, sont invités par les écoles à venir jardiner. Et ça, c'est vrai qu'on est en train de l'intégrer, parce qu'on ne l'avait pas trop fait jusqu'à présent, de ce diagnostic, de dire, avez-vous des jardiniers dans votre commune, et avez-vous des associations qui demandent à jardiner? Témoignage du... En écoutant ce que tu disais, en fait, je me suis rappelé que j'avais eu un retour d'expérience similaire. En fait, c'est dans une commune au Paradou, qui est dans le parc des Alpilles. Et en fait, l'école, en parallèle de la programmation cours d'école, a fait intervenir un jardinier qui est, en fait, c'est les anciens du village qui vont apprendre aux enfants à jardiner, à cultiver la terre. Et donc, il y a eu, voilà, c'est ce que disait Pierre David, quand le tissu associatif rentre dans le groupe de travail, et toujours, en fait, c'est l'étape la plus importante, c'est comment on va constituer ce groupe de travail, mettre les bonnes personnes autour de la table. Ben, ça enrichit les projets, et du coup, tout le monde se l'approprie d'autant mieux. Il y a encore, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment l'histoire du jardin partagé et ça dépend de la taille de la cour, évidemment. Nous, on a quand même des petites cours en général, mais il y a quand même des tas de pays où les enfants jardinent et font pousser des fruits et des légumes qui sont cuisinés dans la cuisine de la cantine de leur école. Et ça, c'est, par exemple, les incroyables comestibles sont nés comme ça. C'était un projet pédagogique. Les Incredible Edibles qui sont nés à Todmorden, au sud de Manchester, qui ont essaimé dans le monde entier en fait aujourd'hui. Donc oui, non, je pense que c'est vraiment intéressant aussi de penser l'assiette, de penser la cuisine, de penser le fruit, le légume, la nourriture. En fait. Et ça peut être l'occasion. Pourquoi il n'y aurait pas des fruitiers, par exemple, dans les cours d'école? Oui, bien sûr, ça existe. J'ai une dernière question. J'avais une question à propos de est-ce que vous vous inspirez des CAE voisins, mais de loin, ceux de Normandie et de Bretagne, qui eux font des conceptions-réalisations et sortent de la maîtrise d'œuvre classique, où après la programmation, ils vont demander à un maître d'œuvre de suivre le chantier, que là, ils vont faire appel à des paysagistes, des collectifs qui vont eux-mêmes faire le chantier, ou alors le faire en régie avec dans des communes plutôt rurales. Et du coup, c'est eux qui s'occupent à la fois de la concertation, de la programmation et de la co-construction avec les enfants, et qui réalisent le chantier avec les classes, etc. Et il y avait pas mal d'appels à candidature qui étaient sortis ces dernières années, notamment dans le Finistère, avec le CAE Finistère. Et je voulais savoir si c'était des choses aussi qui pourraient être mises en place dans le Sud. Non, c'est vrai que dans les Bouches-du-Rhône, c'est quelque chose qui est peu pratiqué pour les cours d'école. Dans d'autres départements, ça a pu se faire, et je pense par exemple à certains collectifs comme l'atelier Bivouac en Ardèche qui a beaucoup pratiqué ça, d'avoir ce format de mission de conception-réalisation, et d'aller beaucoup plus loin dans le participatif. Et je pense que c'est de fait beaucoup plus enrichissant, et on va plus loin dans la force d'appropriation que peuvent avoir les usagers. Mais nous, ici, localement, oui, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a pu voir beaucoup. Je ne sais pas si dans le Var, ça a pu se pratiquer. Ça n'a pas été des chemins vers le projet qui ont été choisis par des collectivités. On l'a proposé, mais ça n'a pas été pour l'instant choisi. On pense qu'à la manière des CAE de Bretagne et tout ça, on pense que l'outil appel à manifestation d'intérêt, ça permet de visibiliser et de dire quelle école ou quelle commune veut faire ça. Et ça change quand même la relation. C'est pas pareil de lancer un appel à manifestation d'intérêt comme l'a fait la métropole en disant qui veut faire ça, et d'être dans une posture d'être sollicité en disant moi je suis une collectivité et je vais voir le CAE. Donc je pense que c'est une réciprocité là.
La dernière question revient à Alain Mars, directeur du CAE des Hautes-Alpes. On s'en moque des titres. Moi, je vais me mettre un petit peu en contradiction avec certains, mais peut-être que les Hautes-Alpes, on vit dans un monde un peu reculé, c'est fort possible. Nous, on n'a pas eu du tout une explosion de la demande des élus pour végétaliser les cours d'école. Je crois qu'on en a eu 6 ou 7 sur 172 communes. Par contre, nous, on suit attentivement ce sujet-là, parce qu'on se positionne ici. Pour répondre à la question de monsieur, je pense qu'effectivement, il y a une conjonction de facteurs qui ont fait que dans certains territoires, ça a beaucoup basculé. Peut-être aussi que ça se passe beaucoup dans des centres urbains et très urbanisés. C'est aussi un des vecteurs. Nous, la plus grande commune, c'est 40 000 habitants. Après, on passe à 10 000. Il y a aussi l'aspect santé qui joue beaucoup. C'est-à-dire que lorsqu'un élu, vous n'arrivez pas à l'avoir par l'angle de l'environnement ou de la biodiversité, vous pouvez aussi l'avoir sur l'angle de la santé. Et prendre soin de la santé des enfants, qu'est-ce qu'il y a de plus important entre les personnes âgées et les jeunes. Donc je pense que c'est un message qui me marque beaucoup. Et puis une cour d'école, c'est une micro-société. Vous avez un seul endroit, énormément d'acteurs. C'est plus facile de les mobiliser, de les réunir que sur une commune. Vous avez effectivement soit le jardinier de la commune, qui peut être l'employé communal aussi. Vous avez le transporteur qui peut arriver. Vous avez les enseignants, les parents d'élèves, les scolaires, etc. Donc voilà, je voulais aussi témoigner qu'il y a des territoires où c'est pas aussi facile de basculer. Moi, je voulais vous remercier de votre intervention, et notamment sur la notion du bénéfice, sur la notion de la participation. On peut se heurter à des moments, lorsqu'on incite des élus à partir sur de la participation. Justement, ils pensent que c'est que dans un sens. C'est-à-dire, j'offre aux habitants la possibilité de participer. Ce qu'ils oublient souvent, c'est que aussi les usagers leur offrent toutes leurs compétences, leur savoir, comment on utilise un lieu. Et ça, souvent, c'est très difficile à expliquer à un élu, parce qu'il est dans une posture uniquement d'un sens unique et pas d'un va-et-vient. Donc la notion du bénéfice, je pense, elle est à mettre en valeur. C'est-à-dire, je pense que les élus ou les décideurs, les sachants, un maître d'œuvre, c'est aussi un sachant. Je pense qu'à des moments, on oublie trop souvent qu'ils ont beaucoup à apprendre, soit d'enfants, parce que l'enfant est un usager, ou des usagers globalement. Et ça, c'est un sujet que les CAE, je pense, et j'espère en tout cas, ça fait partie un peu de la philosophie un peu des CAE, qui est peut-être pas la même que les mêmes compétences en bureau d'études, que les urbanistes, architectes, paysagers, concepteurs en bureau d'études, qui sont là pour proposer du plan, proposer de la solution, plutôt que d'apprendre eux aussi de la part des usagers. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je vous incite à le dire, à le redire, comme vous le faites depuis des années, mais continuez. Bon, on est désolé, on a un peu glissé sur l'horaire. Le nombre de questions et le fait que vous soyez encore là montre que c'est digne d'intérêt. On voulait vous remercier de vous être déplacés ce mardi soir pour assister à vos échanges à tous les trois, et c'était super. Donc le CAUE des Bouches-du-Rhône et la Société des architectes nous donnent rendez-vous ce jeudi pour la projection du film Penser l'incertitude. C'est le film autour de la promotion des AJAP, l'Atlas des jeunes architectes et paysagistes 2023. Donc c'est après-demain. Les prochains rendez-vous, si vous voulez passer du côté du Var, ce sera les suites du printemps sur le logement collectif du XXe siècle avec le CAUE du Var. Le lancement du printemps, c'est samedi, avec une journée ludique. Et les prochains rendez-vous de la Fédération française du paysage, ce sera, alors pour les jardinières et les jardiniers, une journée sur la mycorhisation des sols à Antibes, à la Villa Thuré, le 29 mai. C'est réservé aux adhérentes et aux adhérents de la FFP, mais on est ouvert aux adhésions, donc tant mieux. Et la prochaine expérience de paysage sera à l'IMVT le 24 septembre, où on invitera l'équipe projet au sens large qui a élaboré le plan de paysage de la métropole Aix-Marseille autour des interfaces ville-massif. Donc voilà, merci beaucoup, merci au CAUE pour l'accueil et l'organisation. À très vite.